Fondation Jean Jaurès. Penser pour agir. Bonjour Madame la Ministre, bonjour Madame Élyséon, bonjour Flora, bonjour Denis. Merci à vous de nous avoir rejoints, spectateurs en visio, soit sur Zoom, soit sur Facebook, rediffusé en direct, pour ce soir lancer le premier rapport annuel de FLAG en la collaboration avec la Fondation Jean Jaurès sur la base des signalements qui ont été déposés sur l'application. Flora, je te passe la parole. Absolument, merci. Effectivement, c'est une grande première pour un rapport qui n'est pas tout à fait annuel, qui ne fait que 10 mois d'activité, que nous avons réalisé au plus vite pour qu'il puisse sortir aujourd'hui, puisqu'il fait le point des premières données. Ça, c'est une version que vous ne voyez pas grâce à mon informatique de qualité, mais qui donc est un rapport qui analyse finalement la matière très riche que sont les signalements qui ont été faits dans l'application FLAG, qui est une initiative particulièrement appréciable pour aider à faire le lien entre les victimes et leur prise de parole auprès notamment des services concernés. Voilà, toi tu y arrives. Denis ? Oui, voilà, juste peut-être pour bonjour à tous, et peut-être pour entrer très directement et très brièvement dans le sujet, parce que c'est pas à moi de le faire par ailleurs. On peut rappeler qu'on n'est pas cible de discrimination parce qu'on est LGBTI+, mais parce que certains de nos contemporains sont LGBTI-phobes, ce qui n'est pas tout à fait la même entrée, mais ce qui est, je crois, une entrée que nous partageons, une manière de voir les choses que nous partageons tous, pardon. Et donc, pour démarrer cette conférence, on a la chance donc d'avoir la ministre Moreno avec nous, qui soutient ce projet depuis son arrivée au gouvernement. Et puis ensuite, on enchaînera avec Madame Élyséon en tant que DILCRA, qui est également un grand partenaire de ce projet, puisque la DILCRA était la première institution à soutenir cette application, ce qui nous a permis du coup de la lancer. Madame la ministre, je vous laisse la parole. Merci beaucoup, cher Johan. C'est évidemment un grand plaisir pour moi d'être avec vous, vous tous et toutes ce soir. Je crois que Madame la ministre Schiappa est avec nous également. Chère Marlène, bonsoir. Madame la déléguée interministérielle, chère Sophie, nous ne nous quittons plus, décidément. Chère Flora et cher Denis, c'est un plaisir pour moi de partager ce panel avec vous ce soir et je vous remercie chaleureusement, Johan, pour votre invitation à ce premier rendez-vous annuel pour la restitution de l'analyse des données collectées grâce à votre application mobile FLAG sur près d'1 an, 10 mois exactement pour cette première. Et vous l'avez dit, nous l'avons soutenu depuis que je suis arrivée, mais je sais aussi qu'il y a un travail en profondeur qui a été fait depuis bien avant mon arrivée et c'est tout cela que je veux saluer et que je veux reconnaître en étant avec vous ce soir. Et vous le savez, mon ministère a investi sur votre implication aux côtés de la DILCRA que Madame Sophie Élyséon préside aujourd'hui, et ce, dès le lancement du plan pour faire mieux connaître justement l'existence de cet outil, car je le trouve tout à fait fondamental. En effet, comment est-ce que nous pouvons combattre un adversaire sans le connaître véritablement? Comment connaître la situation des victimes de LGBT-phobie sur l'ensemble de notre territoire sans témoignage, puisque l'on sait que seuls environ 20% des victimes de menaces ou de violences anti-LGBT+, et seulement 5% des victimes d'injures anti-LGBT+, déclarent avoir porté plainte en moyenne. Et ça, c'est une enquête réalisée sur la période 2012-2018 qui nous le dit. Donc, c'est vous dire encore tout le travail que nous devons faire. Et les données que vous nous partagerez nous permettront de mieux analyser, mieux anticiper et planifier nos actions et ainsi d'être beaucoup plus efficient et plus efficace dans l'accompagnement des victimes de LGBT-phobie. L'année 2020, nous le savons, a été marquée par le contexte exceptionnel de la crise sanitaire et notamment, nous avons connu 2 périodes de confinement national de toute la population et même si le ministère de l'Intérieur a communiqué sur une baisse de 15% en 2020 des injures et agressions homophobes et transphobes dont nous devons saluer les
progression, eh bien, je ne me satisfais pas de cette diminution, car ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de dépôt de plainte que les violences n'existent pas. Nous savons qu'il y a des victimes aujourd'hui qui n'osent pas encore parler, qui ont encore peur de parler, qui ont parfois honte de parler. Je rentre à l'instant d'une visite chez le groupe Legrand, qui a fait un travail tout à fait remarquable pour l'inclusion des personnes LGBT+, qui travaille avec des associations comme l'Autre Cercle et plein d'autres associations qui sont définitivement mobilisées sur les questions de l'inclusion. Et j'ai eu des témoignages d'employés et je me rends compte de tout le travail qu'il nous reste encore à faire, parce que les violences LGBT-phobes demeurent prégnantes dans notre société. Et sachez que nous sommes pleinement mobilisés pour les faire reculer, et la présence de 2 ministres, chère Joanne, à votre événement ce soir vous démontre toute la volonté de ce gouvernement à porter avec vous ces luttes qui sont encore extrêmement importantes. Et notre détermination s'ancre dans le plan d'action 2020-2023 pour l'égalité et contre la haine et les discriminations anti-LGBT+, que nous avons lancé le 14 octobre dernier et que nous avons conçu avec la DILCRA, l'ensemble des ministères et les associations qui sont de véritables chevilles ouvrières sur le terrain, et que je veux chaleureusement remercier pour leur travail devant vous ce soir. Et à travers ce plan, eh bien, notre volonté est simple, c'est celle d'œuvrer à l'édification d'une société à la fois beaucoup plus inclusive et beaucoup plus protectrice. En toile de fond, il s'agit de faire des personnes lesbiennes, gays, bi et transgenres des citoyennes et des citoyens à part entière dans notre pays. Donc oui, l'objectif et l'ambition est simple, mais la réalisation est complexe, parce qu'il s'agit là d'un changement culturel. Notre plan s'organise autour de 42 actions et plus de 150 mesures concrètes qui mobilisent la quasi-totalité des ministères, parce que les LGBT-phobies se manifestent dans tous les domaines de la vie, que ce soit à l'école, au travail, dans l'enseignement supérieur, dans le sport ou encore dans l'accès aux soins ou aux services bancaires. Et ce plan prévoit également la mise en place d'un comité de suivi qui associera bien évidemment tous les ministères concernés, mais également les associations et les élus, que je salue pour leur engagement. Notre plan national prévoit enfin une liste d'indicateurs pour s'assurer d'une mise en œuvre effective. Nous avons organisé le 16 mars dernier, j'essayais de me souvenir de la date, le 16 mars dernier, nous avons organisé le premier comité de suivi de la bonne exécution de ce plan, et nous réunirons à nouveau ce comité dans 6 mois, parce que je suis convaincue que seul un suivi régulier permettra d'obtenir des résultats tangibles et durables sur ces questions ô combien importantes. En conclusion, permettez-moi de vous remercier à nouveau, chacune et chacun, pour la parution de ce premier rapport et pour l'ensemble des actions que mène FLAG tout au long de l'année. Joanne, vous êtes probablement l'une des premières personnes que j'ai rencontrées lorsque j'ai pris les responsabilités qui sont les miennes aujourd'hui, et je sais combien votre engagement est profond et sincère, et je sais combien nous pouvons compter sur vous, parce que la lutte contre les discriminations et les violences anti-LGBT+, nécessite un travail collectif des pouvoirs publics et des associations, et je sais que c'est ensemble que nous parviendrons à rendre cette société plus inclusive, plus juste et plus égalitaire. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Madame Élyséon. Oui, merci Madame la Ministre. Effectivement, nous ne nous quittons plus aujourd'hui. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, merci de me donner quelques mots pour rappeler qu'aujourd'hui en France, la haine envers les personnes LGBT+ tue encore, et l'actualité récente ne nous le démontre que trop. Et pour combattre cette haine et la combattre durablement et efficacement, en effet, il faut la connaître. Et je voudrais évidemment saluer le travail de présentation de ce premier rapport, le travail conduit par FLAG à travers le lancement de l'application il y a
tout cas il y a 1 an désormais, mais également le travail conduit par l'Observatoire LGBT+ de la Fondation Jean Jaurès et qui va nous être présenté tout à l'heure. Alors sans dévoiler évidemment la présentation des rapports, mais puisque vous m'avez fait la gentillesse de me le transmettre avant ce soir, je voudrais peut-être m'arrêter sur 3 informations qui retiennent mon attention. Sans rentrer dans le détail, je vous laisserai évidemment ce soin. La première, c'est l'ampleur du phénomène mesuré par vos travaux, qui certes est en cohérence avec d'autres travaux statistiques qui ont été publiés récemment. Je pense évidemment aux données du ministère de l'Intérieur, mais également au rapport présenté ce matin par SOS Homophobie. Et même si vous ne mesurez pas les mêmes choses, on voit bien là qu'il y a une cohérence. Et lorsque l'on sait que seulement au maximum 14% des personnes victimes de LGBT-phobie font la démarche de déposer plainte, on voit toute l'ampleur effectivement des personnes concernées par cette haine qui s'exprime dans toutes les sphères de la société. La deuxième information que je retiens, c'est la place des témoins. Je sais que vous reviendrez dessus et c'est ce en quoi, me semble-t-il, l'application que vous avez lancée est particulièrement pertinente et intéressante puisqu'elle permet de manière très simple aux témoins de faire part des situations dont elles et ils ont connaissance, mais vous y reviendrez. Et enfin, le troisième point, mais ça vous le savez et nous le savions, mais là encore, vous venez appuyer la connaissance que nous en avions, l'espace formidable au premier sens du terme de haine débridée que sont les réseaux sociaux et l'enjeu qui est effectivement pour nous de combattre pardon, la haine qui se déverse sur ces réseaux en portant effectivement un message positif et alternatif. Voilà, je ne serai pas plus long, je vous remercie vraiment pour ces travaux, ils sont précieux, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour savoir comment agir, et la ministre Elisabeth Moreno l'a dit également, pour savoir comment agir, il faut savoir de quoi on parle, il faut connaître le phénomène pour pouvoir évidemment adapter les actions qui sont conduites et mesurer leur efficacité, parce que c'est bien là l'enjeu de ce combat pour la fraternité que nous menons conjointement. Et encore une fois, merci d'avoir réalisé ces travaux et de les présenter aujourd'hui. Merci Madame la déléguée interministérielle. Effectivement, comme vous l'avez indiqué, je vais vous présenter maintenant en quelques minutes l'application FLAG et en quoi elle consiste, avant de laisser la parole à mes collègues Flora et Denis de la Fondation Jean Jaurès qui vous présenteront le détail finalement des signalements obtenus. L'application FLAG vient vraiment d'un constat de pouvoir répondre aux questions où, quand et comment se caractérise l'LGBT-phobie. Parce qu'on peut faire des grandes campagnes de communication, on peut faire des grands plans d'action, mais si on ne sait pas finalement contre quoi on se bat, où on se bat et quand on se bat, c'est compliqué d'être pertinent dans les mesures à mettre en place. Et l'application vient vraiment identifier ça, puisque aujourd'hui, quand on ignore plus de 80% des victimes de LGBT-phobie, finalement, on ignore la grosse masse et la grande majorité de ces victimes. Et donc, finalement, penser un discours contre un public cible que l'on n'arrive pas à identifier, c'est parfois très compliqué. Et surtout, l'objectif derrière est de pouvoir, à partir du moment où on a identifié précisément l'emplacement et le type de phénomène, pouvoir adapter des mesures concrètes adaptées. Par exemple, si les signalements se caractérisent surtout dans un lycée, dans un endroit donné, il faut aller voir l'éducation nationale localement. Si à contrario, c'est dans un quartier la nuit, et peut-être que les pouvoirs de police, gendarmerie, accentueront les dispositifs la nuit sur ce quartier-là. Si dans notre cas, ça se situe dans une piscine municipale, c'est plutôt le maire qui sera compétent puisque ça sera son domaine de compétence. Le but, voilà, est vraiment de replacer chacun des acteurs sur son territoire de compétence pour lutter contre les LGBT-phobies qui sont subies par le public cible. Et pour ça, il faut arriver à leur donner la parole. Aujourd'hui, prendre la parole à visage découvert, c'est pas forcément évident pour les victimes parce qu'on n'est pas forcément outé auprès de ses amis, de sa famille, dans son emploi. Et donc, on a un isolement qui est beaucoup plus important pour ces victimes-là, qui n'ont pas d'autre moyen que de se renfermer et de subir au quotidien, faute de pouvoir rendre visible à visage découvert les violences subies. Et donc, l'application FLAG leur donne la parole, permettant de caractériser le type d'auteur, les lieux où ça se produit, le type d'acte et la caractérisation de la victime. Et ce qui est surtout intéressant, c'est qu'à la fin du signalement, on ne laisse pas la victime comme ça en disant c'est bien, les données sont données comme ça à FLAG. On va pouvoir l'orienter vers des partenaires adaptés à sa situation. Par exemple, si c'est un jeune mineur, on va plutôt l'orienter vers le défenseur des droits qui est compétent pour l'accompagnement des mineurs en danger.
Si on est sur des violences sexuelles et sexistes, on va plutôt orienter vers la plateforme des violences sexuelles et sexistes du ministère de l'Intérieur. Si c'est un public plutôt senior, bah, il y a l'association par exemple Grey LGBT qui est compétent pour les plus de 50 ans. Si on a lieu dans le cadre de l'école, on peut orienter vers la ligne d'écoute sur le harcèlement scolaire. Vraiment, c'est donner les bons interlocuteurs locaux à l'ensemble de ces victimes, de façon à ce qu'elles puissent prendre, quand elles le souhaitent, selon leur temporalité, la main qu'on va leur tendre via ces contacts, qu'ils soient associatifs ou pouvoir public. Les deux se conjuguent vraiment. Et le gros intérêt, c'est qu'on va pouvoir donner des contacts locaux. Parce qu'il y a les grandes associations nationales, hein, comme SOS Homophobie, Stop Homophobie, qui font de l'accompagnement. Mais souvent, les victimes pensent que ces associations-là sont quand même très parisiennes et ne comprennent pas finalement les difficultés qu'il y a dans l'ensemble des territoires, et en particulier les territoires d'outre-mer, qui sont encore plus isolés de la métropole et qu'on a parfois tendance à oublier. Et ben là aussi, dans l'application Flag, on a recensé un certain nombre d'interlocuteurs à Nouméa, en Guyane, en Martinique, pour vraiment donner à ces publics-là des interlocuteurs locaux qui comprennent leurs particularités, qui comprennent, on va dire, les coutumes locales, entre guillemets, de vie, la difficulté de l'isolement, et donc pouvoir récupérer une main tendue, adaptée à l'ensemble de ces personnes, au plus près de chez elles, pour pouvoir sortir la tête de l'eau et peut-être franchir le pas, d'aller déposer plainte en commissariat ou en gendarmerie, parce que le fait de déposer plainte, c'est aussi faire reconnaître son statut de victime, et cela participe à la reconstruction psychologique de cette dernière pour finalement aller mieux et arriver à reprendre une vie normale euh, avec sa singularité, mais en reprenant vraiment un goût à la vie et ne plus subir finalement la haine anti-LGBT qu'elle peut subir au quotidien. Donc c'est vraiment ça le but de l'application Flag, à disposition de tout le monde, que ce soit à l'école, dans sa vie, dans les transports en commun, au travail. Et pour ça, on a développé l'application Flag dans le monde de l'intranet, donc dans le monde des entreprises, parce que là aussi, il faut donner la parole dans ces sphères-là, parce que la crise sanitaire passant aussi par là, perdre son travail ou risquer de perdre son travail, ça peut être compliqué. Et pour autant, il faut pouvoir signaler ce qu'on subit au quotidien, parce qu'on passe quasiment 8 heures dans ce cadre-là. Et donc, c'est de la responsabilité de l'entreprise de mettre en place un cadre bienveillant pour l'ensemble de ces publics. Et on a signé, par exemple, ce midi avec la Direction générale des douanes, l'intégration de l'application Flag au sein de cette direction générale. Ça va bientôt être le cas aussi au niveau du ministère de l'Intérieur, puisque la ministre Schiappa l'a annoncé cet après-midi. Et j'espère comme ça que l'ensemble des ministères et l'ensemble des entreprises se mobiliseront pour vraiment donner la parole à leurs salariés, de façon à ce que les services des ressources humaines identifient les violences qu'ils ont en interne et puissent là aussi adapter des moyens de prévention, d'accompagnement des victimes, adaptés à la physionomie des violences qu'ils ont en interne et qui seront forcément différentes d'une entreprise à une autre, parce que la structure de l'entreprise n'est pas la même, parce que son organisation structurelle est différente. Et donc, la riposte face à ces violences doit être également adaptée aux particularités de chacun et de chacune des structures. Voilà un petit peu les objectifs de l'application Flag. Et je vais laisser maintenant la parole à Flora et Denis pour le commentaire des données. Merci beaucoup. Je vais proposer à Denis de commencer et je vais essayer de vous partager la présentation. Voilà, donc peut-être rappeler deux, trois éléments avant de laisser Flora présenter les données chiffrées. D'abord, les discriminations, on le dit un peu dans l'avant-propos du rapport, ce ne sont pas des impolitesses, ce sont des manquements graves à la dignité humaine qui entravent véritablement la vie des personnes qui en sont la cible. Puisque ces personnes-là sont ramenées, sont vues comme un cliché, sont soumises aux préjugés de leur interlocuteur. Ça, c'est le fruit de notre fonctionnement social, hérité de notre histoire, des clichés que nous véhiculons, de nos préjugés, voilà. Face à cela, on a généralement, historiquement, en tout cas, trois manières de réagir. La première qui a été notée dans deux enquêtes, enfin dans deux rapports dans deux études, pardon, dans deux notes, je vais y arriver, de la Fondation Jean Jaurès, qui est la stratégie d'évitement, qui est massive, hein, c'est-à-dire que les personnes cibles de discrimination s'organisent et contraignent leur vie quotidienne pour éviter d'être confrontées à la discrimination. C'est une mesure de survie, en fait, mais ce n'est pas une solution. C'est une solution
pour chacun, et on est tous, on en met tous au point, en place, hein. Le fait de ne pas tenir la main de sa compagne ou de son compagnon, le fait de raconter, de déguiser une compagne ou un compagnon en ami pour de la galerie professionnelle ou familiale, parce que sans ça, ça passerait pas. C'est tout ça, les stratégies d'évitement. Après, il y a l'action militante. Et l'action militante, c'est non seulement le travail sur le terrain, mais c'est aussi le travail euh, de réflexion. C'est le travail. L'action militante a inventé beaucoup de choses euh, dans le passé, enfin au fil de l'histoire. Ça ne s'est pas arrêté. Et d'ailleurs, l'application Flag en est la preuve. Euh, et c'est en cela que l'action militante est un partenaire d'un pouvoir public, si les pouvoirs publics sont de bonne volonté, évidemment. Si les pouvoirs publics étaient frontalement hostiles, il y aurait autre chose à faire. Et puis la troisième manière de lutter de réagir quand on est discriminé, c'est d'en parler. Et ça, on sait que très peu le font, parce que c'est très compliqué, parce qu'effectivement, Joanne l'a dit, on peut être on n'est peut-être pas out partout, on a l'impression que c'est se dévoiler, que c'est aller se raconter, on n'a peut-être pas confiance dans la police, il faut le dire aussi, et ici aussi. Voilà, c'est une donnée importante, parce que la police et la justice sont deux services publics très particuliers auxquels on a recours généralement dans des situations douloureuse. Et donc, l'un et l'autre reflètent l'état général de la société, sauf que là, ça nous frappe davantage et ça nous heurte ça complique le travail pour, euh, pour y avoir recours. Euh, Après, et c'est en cela d'ailleurs, enfin je l'ai dit, que le travail de Flag est utile, c'est qu'il contribue à l'évolution culturelle évoquée par la ministre tout à l'heure, de ces services-là, hein, les progrès en- depuis la création de Flag sont assez conséquents, même si on peut aussi considérer qu'on est loin du compte. Et puis après, il y a aussi, il faudra sans doute y faire un tour, le rapport général qu'on entretient avec la police, qui est à la fois une protection, mais qui est aussi parfois vécu comme une menace, ou voilà. Enfin, moi, par exemple, je disais à des amis il n'y a pas très longtemps, je ne sais pas si je serais très à l'aise s'il fallait que j'aille dans un commissariat pour déposer une plainte parce que j'aurais subi une agression homophobe. Voilà. Donc, il faut dire les choses aussi comme on les vit. Et ça ne jette l'opprobre sur personne, ça dit juste les chantiers qui sont devant nous. Et puis peut-être un dernier mot avant de laisser Flora, parce que j'ai déjà été bien bavard. Euh, un dernier mot pour dire que, que tout ça nourrit aussi le fait que les personnes n'en parlent pas, ne portent pas plainte, et que ça, c'est effectivement un problème, parce que non seulement ça veut dire qu'on ne sait pas, que les autres ne savent pas, mais ça veut dire aussi que les victimes intériorisent, emmagasinent, encaissent, peut-être n'évacue pas totalement cette question très insidieuse que pose tout acte discriminatoire. Qu'est-ce que j'ai fait pour susciter ça? Et bon, et je conclurai là-dessus. Il y a une chose dont on est sûr, c'est qu'on ne fait rien pour susciter les discriminations. La balle n'est pas dans le camp de la victime. Voilà. Et maintenant, voyons ce que les victimes nous disent, patiemment et finement analysées, notamment par Flora. Ton micro, Flora. Moi, je vais couper le mien. Oui, donc c'est formidable. Oui, donc effectivement, donc les données qu'on a pu récupérer tout au long de ces 10 mois, puisque ce n'est pas tout à fait une année, ce sont un peu les plâtres. C'est-à-dire que c'est une application qui vient d'être lancée et ce sont les premiers mois de son déploiement. Donc, la portée des analyses qu'on peut en faire est limitée par le fait qu'on n'ait pas de comparatif et par le fait que ce soit un début. Ceci dit, je vais vous présenter la grande structure des éléments du rapport que vous
trouverez, donc c'est une forme de peur. Il y en a plus en qualité de cette dissémination de l'application et des signalements de l'usage qui en a été fait par les personnes qui ont voulu signaler des faits. C'est des dates de signalement qui sont assez, en fait, assez variables d'un mois sur l'autre, et qui finalement sont assez proches de la date des faits signalés. On a très peu d'effets rattrapage sur des effets sur les mois précédents, et c'est principalement sur le mois de mai. Par contre, ce qu'on voit aussi, c'est qu'on a eu une année particulière et que cette année particulière peut aussi expliquer une partie de ce phénomène. Que si vous regardez ici, alors Madame Élysée, on peut souligner très justement l'importance de la place des témoins dans ce rapport. Et effectivement, ce que vous pouvez voir, c'est que les rapports des témoins sont très nombreux pendant les mois surtout pendant les mois qui correspondent à une période où la socialisation est possible, où les gens sont dans l'espace public, sont dans des associations et sont plus ou moins présents. Donc là, vous voyez vous voyez assez nettement des effets liés aux différents effets de confinement ou pas. Et ces signalements peuvent être aussi sur internet. Pour des faits sur internet, dû parler de l'application et sont saisis, surtout pendant ces mois-là. Donc ça a vraiment un effet. En termes d'espace, donc là, j'ai uniquement la France métropolitaine, mais vous avez dans le rapport, vous avez également une vision plus large. Là, simplement pour montrer la répartition est assez liée finalement au fait d'avoir des relais, notamment des relais associatifs. On voit des centres urbains qui s'identifient, qui se marquent assez nettement. Sont pas nécessairement les lieux où il y a le plus d'atteintes LGBT-phobes, sont tout simplement les lieux aussi où il y a le plus de diffusion de l'application. Et quand on compare avec la carte de France que je vous ai reportée ici, qui est celle du SSMSI, on voit qu'il y a un effet de communication, il y a un effet assez fort des villes dotées d'associations LGBT qui ont pu relayer notamment. Donc en tout cas pour sa première édition, comme on n'a pas une diffusion étale sur tout le territoire, les données sont aussi une information sur l'état de diffusion de l'application et de la démarche de solidarité du fait de signaler cette espèce de premier pas vers un dépôt de plainte. Ensuite, les types de faits et contextes de faits signalés, ça, ce sont des informations que nous avons pu tirer des différentes données, notamment l'espace de commission. Je vous ai parlé des faits en ligne. Les faits en ligne, parmi les faits rapportés, sont très importants. Les faits en ligne représentent 72% de tous les signalements, des 1573 signalements que nous avons reçus. Donc, c'est quelque chose de particulièrement notable. Et souvent, il y a un copier-coller des propos qui sont reprochés et qui sont rapportés et qui sont effectivement, on a fait une petite annexe qualitative et lexicographiques qui sont effectivement particulièrement violentes et virulentes. Les faits en ligne, c'est une réalité incontournable de cette année en tout cas, s'agissant de la haine. Là, ici, vous avez en ventilant les différentes atteintes en grands types d'atteintes, vous avez ici une représentation avec, je vous ai aussi indiqué, cette espèce de fil rouge qu'on retrouve dans le rapport aussi, qui est une sous-déclaration à l'intérieur de la sous-déclaration, c'est-à-dire que on a finalement une assez faible déclaration, particulièrement des femmes cisgenres, mais aussi des personnes trans et intersexes. On a une représentation très forte des déclarations d'hommes cisgenres. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi avec le SSMSI et qui est particulièrement vrai sur les faits en ligne, pour beaucoup de raisons, notamment liées à un effet de métonymie, notamment liées à une fixation sur l'homosexualité masculine dans beaucoup de propos, mais donc qui est un fait que l'on retrouve à travers toutes les données et qui est vraiment quelque chose d'un point de vue d'analyse quantitative qui est tellement notable que la portée des enseignements est assez différente selon que l'on parle du public homme, cisgenre ou des autres publics. Mais donc vous voyez une ventilation avec une part très forte de tout ce qui relève de la parole, donc, et notamment en raison d'internet, tout ce qui est atteinte à l'honneur, provocation, tout ce qui peut être harcèlement et menace. Donc tout ce qu'on peut faire par internet, mais aussi pas par internet, mais qui se fait notamment par la parole et la diffusion d'informations,
c'est quelque chose qui est excessivement présent. Les grands types de faits dans leur ensemble, ça c'est la version graphique. Et donc si on regarde sur les faits signalés sur internet plus particulièrement, voilà ce qu'on retrouve, et on retrouve cette part encore plus notable finalement de tout ce qui relève de la parole, de l'injure, du harcèlement, de la menace. Tout ça, c'est de la provocation à la haine, tout ça sont évidemment des choses que l'on retrouve beaucoup plus nettement, et il y a d'autres types de violences qui sont évidemment, vu le cadre d'expression, moins présents. Sur internet particulièrement, on repère que pratiquement tous les signalements sont sur des réseaux sociaux. Très peu finalement de tout ce qui nous a été signalé sont des commentaires sur des sites. Très peu de choses sont des articles de presse sur internet. Très peu de choses sont des communications interpersonnelles, notamment sur des applications de contact. Et principalement, ce qu'on retrouve, ce sont les réseaux sociaux. Alors ça, il y a un effet qui est aussi lié à la facilité de signalement. C'est assez facile quand on voit un post qui va pas, de le signaler dans l'application. Donc ça, c'est difficile à mesurer, bien évidemment. Mais en tout cas, il y a cette réalité qui est aussi, même en considérant ce biais, il y a cette réalité incontournable de cette grande violence sur internet, et particulièrement sur les réseaux sociaux. Et sur internet, donc la manière d'étudier le contexte, c'est beaucoup, en dehors des commentaires qui nous ont été laissés, de voir les auteurs. Donc là, nous avons des auteurs qui sont assez différenciés, et qui sont principalement des personnes, pour les faits qui sont signalés sur internet, nous avons principalement des personnes qui sont des personnes non connues, ce qui est assez logique finalement. Peut être des personnes anonymes sur internet. Nous avons aussi des personnes connues. Nous avons un petit artefact sur les personnels de sécurité privée. Tout va bien se passer. Mais principalement, on a vraiment une écrasante majorité de personnes non connues, avec quand même quelques personnes connues individuelles, donc qui ne sont pas spécifiquement dans un cadre donné. Hors internet, on a un profil différent et plus varié. Là, on a aussi une part des hommes cisgenres parmi les victimes signalées, qui est aussi un peu plus faible que dans le précédent. Et donc dans les atteintes qui sont dans la vraie vie, comme on dit facilement, on voit toujours, encore une fois, des questions d'atteinte à l'honneur, de provocation, de harcèlement, bien sûr, mais on voit apparaître des faits plus présents autour de la violence, autour des violences de différents ordres, qui peuvent être parfois qualifiées qui sont souvent aussi des violences sexistes et sexuelles, et des questions de violence intrafamiliale également. Alors la violence intrafamiliale, c'est quand même le grand sujet, qui est signalé notamment par le rapport de SOS Homophobie qui est sorti aujourd'hui. A priori, je ne pense pas, on en a saisi, mais c'est un public qui est encore plus difficile à toucher, puisqu'il s'agit beaucoup du public mineur. Et donc, pour le coup, c'est aussi un élément sur lequel il faut s'interroger sur comment communiquer pour faire connaître l'application aux personnes mineures qui n'ont pas la possibilité d'aller dehors et de voir la communication sur l'application nécessairement. Les auteurs, là encore, c'est beaucoup plus divers. Il y a encore une fois beaucoup de personnes non connues, mais elles ne représentent pas la majorité. Elles représentent une petite moitié, moins de la moitié. Mais là, on voit nettement plus de personnes connues, et on voit des personnes de tout type, et aussi quelques personnes morales. Il y a des effets de signalement qui sont liés au signalement interne, c'est-à-dire des personnes qui signalent d'autres personnes dans le même corps. Là, c'est tout l'enjeu des questions de partenariat qui peuvent être conclues par la suite, et qui nous permettront, une fois que ça sera stabilisé autour de cette question que Johan soulignait très, très, très judicieusement, des intranets et ce genre de choses, qui permettra aussi de comprendre plus subtilement. Enfin, les autres éléments, ce sont les questions relatives aux victimes. Qui sont ces victimes qui sont signalées par elles-mêmes ou par des témoins? Alors, les victimes que nous avons comparées à la France entière, donc on a plus de catégories parce qu'on a voulu détailler davantage, notamment sur la fonction publique. On voit une part quand même de tout ce qui est les employés du privé,
qui est quand même très nette et très particulièrement marquée. Donc ça fait partie des études. Il faudra voir, sur le grand nombre. C'est quelque chose qui est ventilé, par genre, par catégorie de genre. C'est quelque chose qui sera à raffiner aussi parce qu'on a eu assez peu de temps finalement pour l'analyser, mais on a quand même un profil qui est différent de la population générale. Par rapport aux tranches d'âge, on s'aperçoit de quelque chose qui est finalement assez uniforme du côté des signalements faits par les victimes elles-mêmes, c'est-à-dire qu'on monte graduellement, nous avons de plus en plus de signalements par les victimes elles-mêmes jusqu'à la tranche d'âge 40-49 ans, puis après ça baisse assez nettement. Ça peut être lié à l'accès à l'application, à la connaissance de l'application. Ça peut être lié à l'identification des violences dans son entourage ou au fait de ne pas souhaiter signaler des choses. Et ça, ce serait assez classique. Mais on retrouve du côté de tout ce qui est signalé par des témoins, on retrouve des 2 pics, notamment un pic chez les 24-29 ans. Et ça rejoint la question finalement des jeunes adultes qui sont souvent victimes en particulier. Donc ça sont des effets qui peuvent être des effets de déclaration, mais il peut aussi y avoir une surreprésentation parmi ces jeunes. Si on ventile en fonction des catégories de genre, encore une fois, là, vous avez une approximation, vous avez une visualisation du différentiel d'échantillons entre les hommes cisgenres et les autres. Et vous voyez donc cette répartition, les pics les pics se retrouvent, mais c'est toujours beaucoup plus marqué, bien sûr, s'agissant des hommes cisgenres. La question du genre, écoutez, c'est toujours, c'est une question, qui revient systématiquement, et que je vous ai déjà évoquée. Là, vous avez une représentation, sur le genre des victimes signalées, sur l'ensemble des signalements. Donc vous voyez, on a vraiment une certaine disproportion. Ce qu'on a souhaité faire aussi pour comprendre, c'était aussi, on voulait essayer de saisir le cumul de discrimination, c'est-à-dire le fait qu'une même discrimination, qu'un même événement peut donner lieu à des violences ou des discriminations LGBT-phobes, mais aussi antisémites, mais aussi des éléments contenir des éléments de racisme, mais aussi sérophobes et tout ce genre de choses. Et donc là, vous voyez, c'est une modélisation qui est un peu complexe et qui sera raffinée pour les données à venir des versions ultérieures. C'est une manière d'essayer de visualiser finalement ce cumul de discrimination à l'intérieur des signalements. Encore une fois, toujours avec la gayphobie qui est l'élément principal. Donc ça sont les caractérisations signalées pour les victimes hommes cisgenres, qui finalement est assez peu variée, avec ultra massivement des caractérisations gayphobes. Pour les femmes cisgenres, on a une plus grande variété. On retrouve de la lesbophobie, mais pas que. On retrouve aussi une part notable de gayphobie, donc de homophobie envers des hommes, bien évidemment. Et on retrouve finalement une variété plus large de caractérisation. Pareil pour les personnes trans ou intersexes, avec la transphobie qui est évidemment très présente, mais d'autres types de discrimination qui se retrouvent là encore. Donc je vous renvoie au rapport pour plus de détails, parce que j'ai déjà dépassé, je suis désolée. Les caractérisations rapportées, enfin, ça c'est pour les personnes autres non précisées, puisque nous avons ça. Le rapport, il ne contient pas que ça, il contient aussi des focus, donc des études qualitatives et lexicographiques, sur les quelques cas de violences conjugales qui nous ont été signalés par l'application. On n'a pas un échantillon suffisant pour faire un traitement quantitatif, mais par contre, on a pu faire une petite analyse qualitative et on a pu faire une analyse qualitative et lexicographique sur le contenu des messages, comme je vous disais, des messages LGBT-phobes dont nous avions connaissance par les champs de l'application. Nous avons aussi l'excellent travail réalisé par l'application Flag sur la liste des infractions en lien avec l'orientation sexuelle ou l'identité de genre, qui est utilisée pour rappeler finalement toutes les infractions dont on peut parler et qui sont celles qui sont utilisées par les forces de sécurité. Nous avons aussi quelques contributions du conseil scientifique et nous avons aussi voulu donner la parole et mettre en valeur des jeunes doctorants
qui travaille sur les questions relatives aux violences envers les personnes LGBT, LGBTI+. Nous avons souhaité aussi, je signale simplement que nous avons très peu de données sur les personnes intersexes. Nous avons la possibilité de signaler, il y a quelques personnes intersexes qui ont utilisé l'application. C'est très difficile de tirer des enseignements parce que nous n'avons pas assez de cas pour vraiment les analyser à part. Mais ça fait toujours partie des choses qui nous intéressent au niveau de l'Observatoire LGBT+, de la Fondation Jean Jaurès et sur lequel nous travaillons. Donc voilà, merci. Et je vous rends le partage et je rends la parole. Merci beaucoup, Flora, pour cette présentation de l'analyse. Effectivement, un rapport qui est très complet et qui, je l'espère, les années suivantes permettra de voir l'évolution un petit peu de ces LGBT-phobies et du coup pouvoir évaluer un peu plus précisément l'impact des politiques publiques, le travail des associations sur le terrain en fonction de ces signalements. Il est important, et c'est le but de l'application aussi, d'arriver à quantifier. Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de ressentis aussi au sein de la population j'entends souvent, Paris est devenu dangereux, les services de police, de gendarmerie refusent les plaintes. Et effectivement, c'est une réalité par endroit, mais encore faut-il arriver à le quantifier pour essayer d'extraire le cas particulier qui fait un peu le buzz, à une vraie difficulté de nos métiers, une vraie difficulté sur le terrain, parce que effectivement, Paris est dangereux, mais est-ce que tout Paris est dangereux? Marseille, Lyon, Bordeaux, on a les mêmes sentiments de la part des associations, mais on n'arrive pas non plus à le quantifier précisément. Est-ce que c'est dans l'école? Est-ce que c'est dans la rue? Est-ce que c'est dans les activités municipales? Est-ce que c'est au travail? Et c'est vraiment l'important de quantifier. Je rebondis du coup sur une question qui a été posée sur le chat sur les refus de plainte. Effectivement, c'est des points qu'on nous remonte très régulièrement à Flag sur des collègues qui refuseraient de prendre des plaintes. Mais là aussi, je l'entends, mais j'ai moi pas d'argument finalement concret quand je vais voir la ministre Schiappa ou nos interlocuteurs en interne au ministère de l'Intérieur. Parce que la première question qu'on nous demande, c'est OK, mais combien et où est-ce que c'est généralisé? Et on n'a pas finalement ces éléments-là. Et donc, effectivement, l'application Flag permet aussi de donner la parole sur ces cas-là, parce que ça nous permettra de les quantifier, et puis nous permettre à Flag d'aller voir nos autorités, nos directeurs généraux, pour leur dire voilà, il y a un vrai problème du coup sur cette thématique, et il faut maintenant le traiter, en tout cas réfléchir sur des solutions concrètes. Je profite du coup de Madame Schiappa, Madame la ministre en charge de la citoyenneté, qui nous a rejoint pour vous laisser quelques mots. Avec plaisir. Merci beaucoup. D'abord, bonjour à toutes et à tous, à ma collègue, Madame la ministre, chère Elisabeth, Madame la déléguée interministérielle, chère Sophie Élyséon, Madame et Monsieur les coprésidents de l'Observatoire et Monsieur le président de Flag. Je suis très heureuse d'être avec vous pour vous rejoindre pour la clôture de cette présentation absolument passionnante sur le premier rapport de l'application Flag. Et qui plus est, bien sûr, en ce 17 mai, Journée internationale de lutte contre les LGBT-phobies, nous nous retrouvons avec Johan puisque nous avons maillé cette journée d'un certain nombre de mobilisations. Je voudrais évidemment d'abord remercier très chaleureusement l'action de Flag et notamment de Monsieur le Président Johan Caviro. J'ai l'honneur d'être marraine de l'appli Flag et c'est notamment à ce titre que je suis très heureuse d'être avec vous ce soir. Et je voudrais remercier aussi la Fondation Jean Jaurès pour l'organisation de ce webinaire absolument passionnant. Je suis très heureuse de voir que ce beau projet pour mieux protéger les victimes de toutes les LGBT-phobies et de toutes les violences et les actes LGBT-phobes puisse se concrétiser, et ce, après un an d'utilisation concrète sur le terrain, qui tient vraiment ses promesses dans la mesure où il est vraiment absolument possible d'avoir l'information fine et maillée qui était évoquée. Je crois que c'est vraiment un outil essentiel d'abord pour libérer la parole sur les violences LGBT-phobes, pour mieux les compter, et on sait que quand on compte, on combat mieux, et pour mieux déterminer ces violences, les voir en face, et je sais qu'ici, on partage toutes et toutes absolument cet objectif. Donc 1590 victimes en 2020 de crimes et de délits anti-LGBT+, 1590 victimes de trop, il y a eu plus de 1300 outrages sexistes, qui est une loi que j'avais eu le plaisir de faire voter en 2018 à raison de l'orientation sexuelle ou de l'identité de genre, qui est en hausse ces 2 dernières années. C'est évidemment là aussi 1300 outrages de trop, même si vous me permettez, je pense qu'on peut aussi se réjouir collectivement du fait que désormais la loi permet de les identifier, de les verbaliser et de les faire condamner, ce qui nous permet là encore de les quantifier.
Cette application, elle permet aussi, et c'est particulièrement important pour moi, vous connaissez mon engagement sur le sujet, de recenser et de signaler les violences conjugales au sein des couples LGBT+. On était ce matin avec ma collègue Elisabeth en réunion ensemble auprès du Premier ministre, avec plusieurs de nos collègues, pour travailler justement sur cette question qui est toujours une priorité de l'action du gouvernement et sur laquelle l'ensemble des ministères sont vraiment pleinement mobilisés. Et à cet égard, je voudrais rappeler l'existence de la plateforme de signalement des violences conjugales, des violences sexistes et sexuelles, qui s'appelle arrêtonslesviolences.gouv.fr, que ce gouvernement a ouvert et qui est accessible évidemment aux personnes LGBT+. Et je me permets de le dire ici parce que je sais qu'il y a beaucoup de leaders d'opinion qui participent en ce moment à ce webinaire. Et c'est vraiment fondamental pour nous de dire que lorsqu'il y a des plaintes qui parfois peuvent être, c'est pas normal que ça arrive, mais je vois la réalité en face, on sait que ça arrive et que parfois on demande de requalifier des plaintes en main courante, ou parfois c'est difficile d'aller pousser la porte d'un commissariat pour dire qu'on est en couple avec une personne de même sexe et qu'il y a des violences conjugales. Cette plateforme, elle permet vraiment justement d'avoir un outil très concret pour que cette parole puisse être entendue. Et il y a 24/24, 7 jours sur 7, policiers et gendarmes qui sont là pour aider à préparer ces plaintes. Et ça, je crois que c'est vraiment fondamental. Donc pour nous, en tout cas, au ministère de l'Intérieur, non seulement parce que FLAG, par définition, est lié intimement au ministère de l'Intérieur, mais aussi pour notre engagement, c'est vraiment primordial de marquer notre engagement, notre soutien. Les forces de l'ordre, vous le savez, elles sont en première ligne pour accueillir les victimes de discrimination, les victimes de tous les actes LGBT-phobes et de toutes les violences. L'ensemble des directions du ministère de l'Intérieur s'investit vraiment quotidiennement pour mieux protéger les victimes. Et d'ailleurs, FLAG va signer aussi une convention avec la DGSCGC, en plus des autres directions de la police et de la gendarmerie nationale, ce qui montre vraiment l'accompagnement de la montée en puissance de l'association FLAG, qui joue toujours ce rôle vraiment puissant d'éclaireur sur ces questions absolument fondamentales, et je l'en remercie. Et cet après-midi, nous avons signé une convention entre le ministère de l'Intérieur et FLAG, et j'ai eu le plaisir d'annoncer à son président la subvention d'un montant de 20 000 € de la part du ministère de l'Intérieur pour le déploiement de ce projet et de l'application au ministère de l'Intérieur. Ça nous tient aussi à cœur parce que je crois qu'il faut voir aussi, là encore, la réalité en face. Il y a des phénomènes d'LGBT-phobie et on veut protéger les agents du ministère de l'Intérieur et les forces engagées en interne dans ce combat absolument primordial. Donc ça s'est fait avec la DGPN, la DGGN, la DRH du ministère et l'ensemble des directions qui étaient présentes. Et vraiment, je les en remercie pour ça. Voilà, moi, je ne serai pas plus longue, mais je voudrais vraiment saluer ce premier rapport et la présentation des résultats sur les signalements de l'application FLAG qui va nous permettre de nous éclairer, notamment sur les lieux particulièrement propices aux agressions. Et ça, vous savez que ça me tient à cœur puisqu'on a lancé des initiatives contre le harcèlement de rue. Je pense que quantifier les lieux et les points noirs qui existent sur les agressions, c'est là aussi voir la réalité en face pour mieux se mobiliser. Et en tout cas, vous pouvez être pleinement assurés de notre engagement et de notre vigilance au ministère de l'Intérieur face à toutes les agressions LGBT-phobes. L'homophobie, c'est pas une opinion, c'est un délit. Et je pense qu'aujourd'hui, 17 mai, plus que jamais, il nous faut collectivement le rappeler. Ces violences, elles doivent être combattues avec la plus grande fermeté. Et vous pouvez vraiment, on l'a démontré encore cet après-midi, compter sur le plein engagement du ministère de l'Intérieur pour lutter avec les forces de l'ordre, pour ne rien laisser passer. Et comme nous l'avons dit avec Johan dans la grande salle des fêtes du ministère de l'Intérieur cet après-midi, peu importe l'uniforme, combattons ensemble les LGBT-phobies. Et il y a plusieurs niveaux de lecture à cette phrase. Merci à toutes et à tous. Merci Madame la Ministre. Il y a quelques prises de parole pour des questions, donc je vais donner la parole si je peux. Alors il y a Rémi qui demandait la parole. Alors Rémi, si tu peux activer ton micro. Bon. Rémi n'intervient pas, donc tant pis. C'est les aléas du direct. Il y avait une autre question dans le chat sur comment agir quand vous vous faites insulter par votre hiérarchie qui étouffe l'affaire auprès des RH et vous dites que ce n'est pas les lois qui s'est passé qui conditionnent votre mode de vie. Là aussi, l'application FLAG peut être aussi un élément et vous serez du coup orienté vers les bons interlocuteurs, et en particulier dans le monde du travail, tout ce qui est question de discrimination. Le défenseur des droits, si je ne me trompe pas, est compétent, et donc vous sera complètement orienté
sur cet interlocuteur en particulier. Il y a aussi une association du coup spécifique au monde du travail qu'on va ajouter prochainement dans l'application, c'est l'autre cercle, qui fait aussi un travail remarquable dans le monde de l'entreprise et qui peut être un interlocuteur adapté aussi pour essayer de trouver des solutions en interne dans ce milieu-là. Puis bien sûr, il y a toujours la possibilité. Peut-être dans le monde de l'entreprise, il faut ajouter un certain nombre de syndicats, alors à chacun de les identifier, mais ça reste aussi quand même un mode de protection des salariés qui peut être utile. Tout à fait. Et pardonnez-moi, mais également l'inspection du travail. Qui peut être Oui, il en reste, oui. Joanne, si... Oui, Denis, il en Non, reste quand pardon. même un peu. Ah, si je peux juste, non, je crois que c'est Valérie qui posait la question sur ce que l'on peut faire lorsque l'on est discriminé dans le monde du travail et j'aurais répondu exactement la même chose. Peut-être juste dire à Valérie que si elle a besoin de parler à quelqu'un, cette plateforme de lutte contre les discriminations accueille les personnes qui sont victimes. Elle peut les conseiller, il y a des écoutantes pour les conseiller, mais elle peut aussi les mettre en lien avec des juristes, avec des avocats, et c'est précieux parce que parfois on est complètement perdu, et elle est accessible au 3928 ou alors par internet sur anti-discrimination avec un S. .fr. C'est ça. Et c'est effectivement porté par le défenseur des droits. Il y a ensuite une question de Didier Lefer sur l'implication des collectivités locales. Effectivement, elles ont un rôle très important à jouer parce que même si le gouvernement et la DILCRA, dans le cadre du plan gouvernemental, vont populariser l'application, c'est important aussi que chaque collectivité locale, et on l'a fait récemment avec la mairie de Marseille, de Montpellier, le département 93, irriguer au plus près finalement des victimes dans les territoires, parce que ni FLAG ni la DILCRA n'a peut-être la compétence d'aller au plus près finalement des administrés. Et les collectivités locales ont ces outils de communication via des newsletters, via un magazine municipal, toucher comme ça l'ensemble du public de leur territoire, et en particulier dans les territoires où ce sujet-là est peut-être encore un peu plus tabou que dans nos grandes métropoles. Je pense aux zones un peu plus rurales, où parler de LGBT-phobie, quand il n'y a pas de tissu associatif local, quand il n'y a pas d'interlocuteur identifié localement, les victimes et les personnes LGBT sont encore plus isolées. Et je pense que les pouvoirs publics locaux, les municipalités, les villes, ont un rôle à jouer justement pour parler de ce sujet-là, lancer la connaissance de l'application, de façon là aussi à pouvoir donner cette parole à ses habitants, de façon à ce que la municipalité locale finalement visibilise un peu plus les violences qu'il peut y avoir sur son territoire, à défaut d'associations pour porter ce combat avec elle, vraiment permettre aux victimes de parler anonymement, parce qu'en zone rurale, aller déposer plainte à la gendarmerie, c'est tout de suite être identifié, être connu de son voisinage et se retrouver peut-être un peu plus isolé que ce qu'on avait déjà au quotidien. Et donc, c'est là l'élément important aussi de cette application, c'est vraiment l'anonymat, vraiment pouvoir parler sans craindre finalement de se retrouver isolé encore plus dans son cercle proche. Et c'est vraiment en donnant la parole à ces 80% de victimes qu'on ignore qu'on pourra collectivement, pouvoirs publics, locaux, nationaux, les associations, l'ensemble des partenaires de lutte contre l'homophobie, réfléchir ensemble à des solutions adaptées à des problématiques locales, de façon à toucher au maximum toutes les victimes et pas rester sur des grands plans généraux ou des grandes solutions très générales qui, à force d'être très générales, ne s'appliquent pas à tout le monde. Il faut vraiment aller chercher les victimes là où elles sont et leur apporter une solution concrète là où elles sont pour les sortir de leurs difficultés. D'ailleurs, par rapport aux zones rurales, il y a le mouvement, je retrouve le MRJC, le mouvement rural des jeunes chrétiens, qui va faire tout un travail très intéressant, vraiment très très intéressant, sur les LGBT-phobies, sur l'isolement, voilà. Donc c'est aussi un lieu de ressources, ce mouvement. Ils ont un site internet. Voilà. Et là aussi, dans l'application, effectivement, dans le chat, on voit effectivement, et les signalements sont effectivement faits par des personnes hommes cisgenres, parce que c'est peut-être ceux qui sont le plus mobilisés. Et on attend vraiment que l'ensemble du public LGBT victime, mais également l'ensemble des témoins, signalent la transphobie, la lesbophobie, la biphobie, toutes ces discriminations où il y a peut-être moins de personnes touchées, mais qui pour autant blessent malgré tout. Et donc, il faut vraiment
rendre visibles ces violences-là et pas parler que de l'homophobie au sens homme cis victime de discrimination, mais vraiment profiter pour donner la parole à toutes les victimes, quelle que soit leur singularité, de façon encore là aussi à quantifier chaque difficulté pour ces personnes-là, de façon à mieux les combattre. Et c'est vraiment en leur donnant, en les connaissant, qu'on a vraiment à les combattre le plus précisément possible. Oui, simplement pour rajouter qu'effectivement, il y a un effet qui est assez complexe. Donc effectivement, nous avons, beaucoup d'hommes cisgenres parmi les victimes signalées et qu'effectivement, les hommes cisgenres ne représentent a priori pas 80 du monde LGBTI+, et que pour le coup, il y a tout un travail. Les enquêtes de victimologie montrent que, par exemple, les femmes cisgenres sont aussi très victimes de discrimination et de violence. Donc il y a tout un travail pour aller toucher ce public-là par le biais de l'application, effectivement. Mais par contre, au niveau de tout ce qui est sur internet, la haine dirigée vers les hommes gays est très, très forte et dans les signalements qui nous ont été faits, est vraiment très massivement présente, plus que Moi, c'est ce que qui m'a dans frappé les dans ce. dans les infractions dans la vraie vie, dans un lieu physique. Vas-y Denis, tu voulais prendre... Non, pardon, excuse-moi Flora, je m'en veux de t'avoir coupé la parole involontairement. Oui, non, moi, c'est quelque chose qui m'a frappé, en fait, dans ce rapport. C'est c'est tout ce qui se passe sur Internet. Alors, je ne l'ignorais pas, c'était pas le sujet, hein. Mais en revanche, je trouve que là, ça ressort assez fortement et que ça repose hein, une question qui est compliquée à résoudre. Ça, je le mesure bien, mais qui reste devant nous, qui est comment on régule cette espèce d'espace public numérique sur lequel il se passe beaucoup de choses, sur lequel il y a beaucoup de conversations. Voilà, comment on régule sans remettre en cause la liberté d'expression, qui est quelque chose à laquelle il faut toucher avec d'infinies précautions, mais quand même, comment on arrive à réguler tout ça. Et ça, j'avoue que pour l'instant, on n'a pas trouvé de remède miracle, mais qu'il faut pas renoncer parce que ça me paraît assez important. Tout à fait. Deux points qui apparaissent dans les commentaires, c'est effectivement la difficulté de porter plainte, de déposer plainte plutôt auprès de nos services. Et il y a également eu des éléments sur les thérapies de conversion. Là aussi, on a finalement très peu de données chiffrées sur ces violences-là, qu'elles soient faites par les policiers, les gendarmes qui refusent des plaintes, qui les caractérisent mal, ou des médecins qui feraient des pseudothérapies. Et on sait tous ici autour de cette visio ce qu'on a à penser des thérapies de conversion. C'est aussi l'occasion de visibiliser ces éléments-là, d'avoir enfin des quantités chiffrées de combien de médecins pratiquent des actes homophobes, combien de psychologues refusent de prendre en compte un patient LGBT parce qu'il essaye de le soigner plutôt que de traiter le mal-être qui est vécu par les agressions qu'il subit au quotidien. Encore une fois, arriver à quantifier le nombre de refus de plaintes par nos collègues, qui nous donnera, nous, des billes en interne pour aller voir les directeurs généraux de la police, de la gendarmerie, pour trouver des solutions. Alors, les officiers de liaison, hein, qui sont dans le plan gouvernemental, sont une des solutions qu'a apporté Flag, qui apporte une réelle plus-value. On le voit sur Paris, Montpellier, Marseille, Bordeaux et Cayenne, où ils sont actuellement déployés et où ils font un travail remarquable avec les associations, avec le public, avec une vraie prise en charge, où vraiment on a des victimes, comme le signalait Denis, où ils peuvent finalement aller déposer plainte, mais sans tabou, en utilisant les mots tels qu'ils les pensent et tels qu'ils les vivent. Et ils auront en face d'eux un policier ou un gendarme qui n'aura pas d'appréhension à aborder ces sujets-là, qui n'aura pas de jugement à parler d'application de rencontres, d'agressions qui auraient pu se passer dans un cadre privé. C'est vraiment des policiers qui sont formés au sujet, qui sont sensibilisés au vocabulaire, parce que là aussi, la prise en compte, en particulier pour les personnes trans, nécessite un vocabulaire respectueux du genre. Et ça, on y travaille avec eux, parce que toutes les victimes doivent être reçues dans leur particularisme et dans le respect auquel elles ont droit et auquel elles s'attendent en poussant à la porte des unités de police et de gendarmerie. Et c'est vraiment ce qu'on va porter à Flag et ce qu'on porte déjà maintenant depuis 20 ans. Et ce qu'on continuera de travailler au regard des signalements qui seront faits sur l'application, qui du coup nous donneront aussi des axes de travail sur là où il faudra qu'on se mobilise davantage, parce que c'est là que les signalements apparaîtront, de façon à résoudre vraiment les problèmes là où ils se produisent
et pas partir sur une voie qu'on imagine, mais qui ne correspond pas à la réalité. Joanne, si je peux juste ajouter à ce que vous venez de dire, et c'est vraiment très très intéressant tout ce que nous partageons là, mais je voudrais répondre à une question qui est posée. Je ne vois pas le nom de la personne, mais sur la question de la santé, parce que c'est éminemment important. Nous savons qu'il y a des discriminations importantes sur la question de la santé. Et je voudrais juste rappeler que nous avons travaillé avec le ministère de la Santé, Olivier Véran, pour former les personnels de santé pour lutter justement contre ces discriminations dont parfois ils ne sont même pas conscients. Et nous savons notamment pour les personnes lesbiennes combien elles se sentent parfois stigmatisées. Et donc il y a une formation, enfin il y a beaucoup de formations qui sont faites pour le personnel soignant. De la même manière, nous avons lancé un audit sur le don du sang pour améliorer les conditions de don pour les personnes porteuses du VIH, parce que là aussi c'est une discrimination qui nous a souvent été remontée. Et il y a en ce moment un groupe de travail toujours avec le ministère de la Santé pour faire évoluer les droits des personnes intersexes, parce que c'est aussi une question qui était restée en suspens et sur lequel, avec la DILCRA, avec le ministère du Travail, nous avons décidé de nous en saisir. Je voulais le préciser parce que voilà, la santé, c'est tout à fait fondamental. Ce matin, nous étions avec France. Mon Dieu, je suis fatiguée. Santé publique France. Merci. Merci Joanne. Et il y a un grand plan de communication qui va aussi être lancé parce que nous savons que la communication, la sensibilisation, l'information restent des éléments extrêmement importants. Et donc, je me réjouis que nous nous saisissions tous ensemble de ces questions tout à fait fondamentales. Et alors, un dernier point sur l'application FLAG, même si elle est portée par FLAG sur la question de LGBT-phobie, on a intégré dès le début également les discriminations croisées, donc pouvoir signaler le racisme, le sexisme, l'antisémitisme, l'agisme, l'andisme, parce que toutes ces discriminations-là sont aussi vécues au quotidien, peut-être en complément des LGBT-phobies, mais là aussi, c'est des discriminations sur lesquelles on n'a quasiment pas de chiffres, même si c'est des sujets qui sont publics depuis davantage de temps, et l'application de FLAG peut être aussi utilisée pour les signaler, parce que ça nous permettra aussi de les identifier et de voir dans quelle mesure elles vont s'additionner sur une même victime, parce que accumuler les actes de discrimination de différentes sources, bah, c'est un poids supplémentaire sur ces victimes-là qui vont se retrouver isolées non plus seulement par rapport à leur orientation sexuelle, mais également peut-être par rapport à leurs origines, leur couleur de peau, leur genre, leur religion, et qui du coup vont leur fermer des portes de prise en compte, les isoler davantage d'un cercle de soutien potentiel. Et il faut qu'on arrive à l'identifier pour encore une fois aller toucher ces victimes-là et penser des dispositifs qui les prennent en compte dans la totalité et pas uniquement sur une discrimination en oubliant les autres. Et puis les préjugés, ça marche en bande aussi des fois. Simplement juste pour rappeler, vous avez tout à fait raison de souligner l'enjeu de la santé et de l'accueil respectueux de tous et toutes dans le cadre de la santé. Les discriminations et les violences dans le cadre de la santé, c'est quelque chose qu'on retrouve dans les enquêtes en victimation beaucoup moins pour les hommes cisgenres que pour les femmes lesbiennes en particulier, et les personnes trans. Et donc ça, c'est une des réalités sur lesquelles auxquelles on est vite confronté quand on travaille sur les violences en particulier, les violences médicales. Et donc ça, c'est quelque chose de très important sur lequel nous avions fait une note assez récemment sur les violences envers les personnes, envers les lesbiennes, femmes bi et personnes trans, et qui notamment met ce point en lumière. Pareil pour les questions bien sûr de droit intersexes, qui c'est une priorité essentielle. Et tout comme je ne l'ai pas précisé, mais sans faire de blabla, puisqu'on m'a demandé de ne pas faire de blabla, juste préciser que évidemment, vous l'avez mentionné, Joanne, mais les questions de thérapie de conversion sont un sujet extrêmement important. Il est travaillé par cette majorité et notamment par Laurence Vonsenbroek depuis 3 ans maintenant, avec beaucoup d'associations qui se sont investies sur ces questions-là. C'est vrai que cette crise sanitaire sans précédent est venue chambouler tous les agendas et nous n'avons pas encore réussi à avancer aussi vite que nous l'aurions souhaité sur ces questions, mais voilà, c'est quand même quelque chose qui reste dans l'agenda et sur lesquels nous
nous avons l'espoir de pouvoir avancer d'ici la fin de cette année. C'est une bonne nouvelle. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Madame Liséron, oui, je vous en Oui, prie. peut-être. Si vous m'y autorisez, je voudrais revenir sur la question de la haine en ligne, puisqu'elle a été évoquée, pour dire deux choses. La première, c'est, vous le savez, à la suite des travaux et de l'adoption de la loi Avia, le CSA a lancé l'Observatoire de la haine en ligne. Et évidemment, la DILCRA y est associée et ça doit nous permettre d'apporter un certain nombre de réponses. Et puis la deuxième chose que je voulais dire, c'est que finalement, je ne crois pas, je suis certaine que malgré tout, les fraternels et les non-haineux que nous sommes sont beaucoup plus nombreuses et nombreux que les haineux qui s'expriment sur la toile. Et je crois qu'il nous appartient, chacune et chacun d'entre nous, à notre niveau, dès que nous le pouvons, non pas d'apporter un contre-discours, parce que je crois que dès lors qu'on arrive contre, c'est trop tard, mais d'apporter vraiment un discours alternatif qui soit un discours positif et fraternel. Et j'insiste là-dessus parce que la fraternité, ça n'est ni un vœu pieux, ni de la naïveté, c'est un fondement républicain aussi. Et je crois que c'est important de la restaurer, et il nous appartient vraiment, chacune et chacun à notre niveau, à la fois de signaler, et c'est pour ça que je trouve que votre rapport à ce point-là vraiment très intéressant de la place des témoins, voilà, signaler les actes haineux dont nous sommes témoins sur les réseaux sociaux, mais aussi dans la rue, après tout, mais également porter une vision d'une société, comme vous le disiez, Madame la Ministre, plus inclusive, tout simplement, et c'est la société que nous voulons. C'est la France que nous voulons. Vous avez raison, chère Sophie, de souligner que les non-haineux sont beaucoup plus silencieux que les haineux. Et d'ailleurs, c'est souvent les mêmes que nous retrouvons. Donc, c'est un drame parce que les réseaux sociaux exacerbent toutes les tensions, surtout pendant cette période de crise sanitaire. Mais il faut aussi dire que les choses progressent parce qu'il faut qu'on ait de l'espoir pour avancer sur ces sujets-là. Il faut parler de ce qui ne fonctionne pas, mais il faut aussi dire que les choses progressent. Et j'en veux pour exemple, quelqu'un l'a mentionné tout à l'heure, la prise de position de la Fédération française de rugby a considérablement évolué puisqu'ils ont inscrit aujourd'hui les athlètes transgenres dans leur règlement. Et vous vous souvenez que nous venons de loin, mais nous voyons aussi comment la société progresse parce que le train est en marche. Et ça c'est voilà, il faut aussi apprécier les progrès qui sont faits grâce au travail des associations comme les vôtres, grâce au volontarisme des pouvoirs publics. Et je suis convaincue que c'est ensemble que nous arriverons à faire avancer ces sujets et que nous accélérerons le processus. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Alors, j'ai pas vu d'autres questions particulières. Alors, Joanne, oui. juste un dernier point pour souligner que cet après-midi, c'est pour ça que je vous disais que nous avons eu une journée très riche, le sport. Et vous, Oui. je sais que c'est quelque chose qui vous tient très à cœur. Juste pour vous dire que nous avons, avec Roxana Maracineanu, lancé un gros chantier sur le domaine du sport, comment rendre cet environnement plus inclusif, parce que Sophie Élyséon parlait des valeurs de fraternité. S'il y a un endroit où on peut faire vivre et cohabiter les individus, quelle que soit leur identité de genre, quelle que soit leur orientation sexuelle, leur origine sociale, etc., eh bien, c'est bien le milieu du sport qui transcende toutes ces barrières. Et nous sommes conscients qu'il y a un travail important à faire dans ce domaine. Et nous avons lancé ce chantier avec d'autres associations. Il y avait notamment FIER, bref, oui, FSGL. Voilà, donc la locomotive est en route et on ne peut que s'en réjouir. Voilà, je m'en arrête là parce que je crois que nous avons déjà largement dépassé. Sinon, je veux bien parler pendant encore 15 minutes. Non, effectivement. De ce point de vue-là, on peut mentionner aussi, mais j'imagine que vous l'avez lu, enfin vous en avez eu connaissance, mais le livre de Wissem Belgacem. Oui.
Oui, Enfin, moi, je l'ai vu, j'ai pas encore lu son livre, mais je l'ai vu plusieurs fois en interview. Et je trouve passionnant la manière dont il dit les choses. absolument. Et Et, courageux et passionnant. et la manière dont il parle du chemin qu'il a fait lui-même. Oui, absolument. Et dans l'application mobile, on peut signaler effectivement j'en reviens au sujet, hein. Non, mais t'as raison, t'as raison. Non, mais effectivement, mais l'application mobile fait vraiment en sorte de couvrir l'ensemble des sphères de la vie du quotidien. Et le sport en fait partie, l'école, le travail. Et c'est vraiment l'application qui va permettre de vraiment donner un visage de l'homophobie partout où il se produit, et dans l'ensemble des sphères et de la vie du quotidien, parce que c'est vraiment dans toutes ces sphères-là que ça pourrit la vie finalement des LGBT, qui conduit à des drames humains. Et le seul moyen de les combattre, encore une fois, c'est de les identifier. Et les données sont pas pour Flag, parce qu'en soi, Flag n'a qu'un périmètre de compétences limité, mais elles sont justement à destination de nos partenaires associatifs. Vous évoquez la FSGL cet après-midi, mais il y a également l'autre cercle dans le monde du travail, il y a Diversité sociale qui est sur le chat, sur les ministères sociaux. Chaque association sur son périmètre peut se saisir de ces données-là, et on les donne volontairement, c'est vraiment le but, pour que chacun sur son territoire, sur son domaine de compétences, puisse trouver des réponses adaptées en connaissant son périmètre. Je serais inapte pour donner des conseils sur le sport ou sur un ministère qui est pas le mien, mais il y a des acteurs spécialisés dans ces domaines-là qui sauront penser des solutions adaptées pour faire en sorte que tout le monde soit les bienvenus et vivre finalement sa sexualité comme une normalité. Ça ne devrait pas être une différence en tant que telle qu'on doit exprimer et qu'on doit subir. Voilà, on est des êtres normaux, quelle que soit cette particularité, cette diversité, et c'est le vivre ensemble qui est l'objectif final. Et voilà, l'objectif, c'est vraiment ça, c'est que tous ensemble, on se mobilise autour de ces violences-là. Et comme je le dis depuis ce matin dans différentes interventions, mais que la peur et la honte ne doivent plus être du côté des LGBT, mais vraiment de la peur du côté des homophobes. Fondation Jean Jaurès. Penser pour agir.